3, 2, 1, 0. En 1977, la NASA lança les sondes Voyager afin d'explorer les régions externes du système solaire, puis l'espace situé au-delà. À un moment de leur périple, elles rencontrèrent un phénomène pour le moins terrifiant. Un véritable mur de feu, où les températures atteignaient entre 30 et 50 000 degrés. Les sondes ont-elles pu résister à de telles conditions? Vous le découvrirez très bientôt. Par ailleurs, il existe plusieurs manières de définir la limite du système solaire. Selon la première, celle-ci correspondrait à l'extrémité des orbites planétaires. Une autre fait intervenir le nuage de Oort, immense ensemble d'objets glacés situés bien au-delà des planètes et constituant la région la plus éloignée du système solaire. Cette zone se trouve à une distance prodigieuse, peut-être à un quart, voire à la moitié de celle qui nous sépare de l'étoile la plus proche. Pour appréhender de telles échelles, les scientifiques recourent à l'unité astronomique. Une unité astronomique correspond à la distance séparant la Terre du Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. À titre de comparaison, Pluton gravite à une distance comprise entre 30 et 50 unités du Soleil. La limite interne du nuage de Oort serait bien plus lointaine encore, aux alentours de 2000 à 5000 unités, tandis que sa frontière externe pourrait s'étendre entre 10 000 et 100 000 unités astronomiques. De telles distances défient l'imagination. On peut toutefois les exprimer en durée plutôt qu'en kilomètres. La sonde Voyager parcourt près d'1,6 km par jour. À cette vitesse, il lui faudrait environ 300 ans pour atteindre le nuage de Oort, et peut-être 30 000 ans pour en rejoindre la bordure extérieure. Une autre manière de définir la frontière du système solaire repose sur la gravité du Soleil, c'est-à-dire la zone où son attraction demeure suffisante pour ramener des objets vers lui. Enfin, cette limite peut également être envisagée à travers l'héliopause, frontière ultime de l'influence solaire. Le Soleil émet en permanence un flux de particules chargées, appelé vent solaire, qui traverse l'ensemble des planètes et s'étend jusqu'à environ 3 fois la distance de Pluton. Ce vent façonne une immense bulle englobant le Soleil et les planètes, connue sous le nom d'héliosphère. L'héliopause correspond au bord externe de cette bulle, là où le vent solaire entre en contact avec le vent interstellaire, issu d'autres étoiles. À cet endroit, les pressions de ces deux vents s'équilibrent, forçant le vent solaire à se replier et à s'écouler le long de la traîne de l'héliosphère. En se déplaçant dans l'espace, celle-ci engendre un arc de choc, comparable à la vague formée à l'avant d'un navire en mouvement. Ainsi, selon que l'on définisse sa limite par les planètes, le nuage de Oort, la gravité solaire ou l'influence magnétique du Soleil, le système solaire peut s'étendre sur des distances très différentes. Toutefois, si l'on s'intéresse aux sondes Voyager, celles-ci ont bel et bien rencontré un phénomène d'une intensité remarquable, que l'on pourrait qualifier de mur de feu. Une chaleur extrême et des températures fulgurantes. Les deux sondes sont ainsi devenues les premiers engins spatiaux à quitter l'héliosphère et à franchir l'héliopause. Avant que les sondes Voyager n'atteignent l'héliopause, les scientifiques ignoraient avec précision l'emplacement de cette frontière. Le fait que les deux engins l'aient traversé à des distances différentes a toutefois permis de confirmer certaines prévisions relatives à sa position. Les chercheurs supposaient en effet que la limite de l'héliosphère pouvait se déplacer en fonction des variations de l'activité solaire, à l'image d'un poumon qui se dilate et se contracte au rythme de la respiration. Le passage de Voyager 1 et de Voyager 2 à des distances distinctes correspondait pleinement à cette hypothèse. L'héliopause ne constitue ni une limite rigide ni un mur solide, mais l'expression mur de feu décrit pourtant assez fidèlement la nature de cette région extrême. Les deux sondes y ont mesuré des températures exceptionnellement élevées, de l'ordre de 30 000 à 50 000 degrés Celsius. Malgré ces valeurs insensées, les engins sont restés intacts. Dans cette zone, les particules sont très espacées, ce qui rend les collisions rares, et la quantité de chaleur transmise reste insuffisante pour endommager les sondes. Près de 50 ans après leur lancement, Voyager 1 et Voyager 2 continuent de transmettre des données depuis l'espace situé au-delà de l'héliopause. À ce jour, elles demeurent les seules à avoir franchi cette frontière. Ensemble, elles ont déjà permis de réaliser plusieurs découvertes intrigantes sur l'environnement situé hors du système solaire. Ainsi, les mesures du champ magnétique effectuées par Voyager 2 ont confirmé un résultat précédemment observé par Voyager 1. Passé l'héliopause, les lignes du champ magnétique s'alignent avec celles présentes à l'intérieur de l'héliosphère. Avant l'arrivée de Voyager 2, les chercheurs ne disposaient à porter que d'une seule série de mesures, ce qui ne permettait pas de déterminer si cet alignement relevait d'un phénomène réel ou d'une simple coïncidence.
Voyager 2 a établi que cet alignement est authentique. Les champs magnétiques situés de part et d'autre de l'héliopause semblent ainsi s'étendre parallèlement. Ces observations fournissent aux chercheurs des informations sur la structure et le comportement de l'espace au-delà du système solaire. Examinons maintenant de plus près le programme Voyager lui-même, composé de 2 engins, Voyager 1 et Voyager 2. Bien que Voyager 2 ait été lancé le premier en août 1977, Voyager 1 décolla seulement 2 semaines plus tard sur une trajectoire plus rapide et plus directe. Ces 2 sondes parcourent sur le cosmos depuis plus de 40 ans, explorant des mondes que l'humanité ne foulera jamais, du moins dans un avenir proche. Les 2 sondes Voyager sont quasiment identiques. Chacune possède une grande antenne parabolique de 3,60 m, utilisée pour renvoyer les données vers la Terre. Elles disposent également de 16 propulseurs, permettant de contrôler leur orientation et de maintenir les antennes pointées vers notre planète. Les propulseurs utilisent un carburant spécial à base d'hydrazine, tandis que l'électronique est alimentée par des générateurs thermoélectriques fonctionnant au plutonium. Chaque Voyager embarque 11 instruments scientifiques, dont environ la moitié ont été conçus pour l'étude des planètes. La plupart de ces instruments sont désormais éteints, comprenant plusieurs caméras, spectromètres et 2 expériences radio. Au cours de leur périple prolongé à travers le système solaire, les sondes Voyager ont capturé des dizaines de milliers d'images et relevé d'innombrables mesures. Ces informations ont profondément enrichi notre compréhension des planètes extérieures. À l'approche de Jupiter, elles nous ont offert une première observation détaillée de l'atmosphère de la géante gazeuse. Il en est ressorti que la grande tache rouge constituait une tempête colossale, tournant dans le sens anti-horaire et interagissant avec de plus petites tempêtes alentour. Les sondes ont également mis au jour un anneau ténu et poussiéreux autour de Jupiter. L'exploration de ces lunes révéla des volcans actifs sur Io, des formations linéaires sur Europe suggérant un océan dissimulé sous la glace, et confirma que Ganymède est la plus grande lune du système solaire, dépassant même Titan, satellite de Saturne. Les sondes poursuivirent ensuite en survolant Saturne. Elles analysèrent l'atmosphère de la planète et étudièrent en détail ses célèbres anneaux, mettant en évidence des lacunes et des ondulations toujours observables aujourd'hui. Voyager 1 parvint à percer l'épaisse brume de Titan et suggéra que cette lune pourrait abriter des hydrocarbures liquides à sa surface, hypothèse confirmée plus tard par d'autres missions. La sonde découvrit également 3 nouvelles lunes en orbite autour de Saturne: Atlas, Prométhée et Pandore. Après Saturne, Voyager 1 poursuivit sa route hors du système solaire, tandis que Voyager 2 se dirigea vers Uranus. Elle y découvrit 11 nouvelles lunes ainsi que 2 anneaux. La sonde observa aussi des caractéristiques inhabituelles, dont le champ magnétique singulier d'Uranus et une différence de température étonnamment faible entre son équateur et ses pôles. La dernière étape planétaire de Voyager 2 fut Neptune, atteinte 12 ans après son départ de la Terre. La sonde y identifia 6 petites lunes ainsi que des anneaux entourant la planète. Elle étudia l'atmosphère et le champ magnétique de Neptune et observa des manifestations volcaniques sur Triton, sa plus grande lune. Par la suite, Voyager 2 rejoignit Voyager 1 dans sa progression vers l'espace interstellaire. Voyager 1 y entra en août 2012, suivi par Voyager 2 en novembre 2018. Ces missions ont permis aux scientifiques d'estimer la limite de notre système solaire à environ 16 milliards de kilomètres du Soleil. Les sondes continuent encore aujourd'hui de transmettre des données sur cette région énigmatique. À noter qu'après ces visites planétaires, Voyager 1 a pris la célèbre photographie de la Terre, le point bleu pâle, depuis environ 5,9 milliards de kilomètres. Aujourd'hui, Voyager 1 se trouve à près de 25 milliards de kilomètres de la Terre, tandis que Voyager 2 en est à environ 21 milliards. Chaque sonde Voyager embarque un disque en or, conçu comme une capsule temporelle de la Terre à destination d'éventuelles civilisations extraterrestres. Leur face supérieure indique comment les lire, présente une carte situant la Terre et le schéma d'un atome d'hydrogène. Ces disques sont plaqués d'uranium, dont la désintégration peut servir à dater leur fabrication. Ils contiennent 115 images montrant la Terre, les humains, les animaux, les plantes et le système solaire, ainsi que des sons naturels comme le bruit des vagues et le chant des oiseaux, des salutations en 55 langues, des ondes cérébrales et un ensemble musical allant de Beethoven à Chuck Berry, en passant par des chants traditionnels. Toutes les planètes du système solaire s'alignent lentement. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne
et Neptune sont sur le point de former une ligne droite. Cet événement qu'on appelle une parade de planètes se produit une fois tous les 176 ans. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a près de 40 ans. C'était une chance unique d'explorer toutes ces planètes d'un coup. Le 20 août 1977, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le centre spatial Kennedy de la NASA pour assister au lancement de la mission spatiale la plus lointaine et ambitieuse de l'histoire. 5, 4, 3, 2, 1, allumage. La fusée Titan a décollé de la Terre et quitté l'atmosphère. Une fois dans l'espace, elle a lancé la sonde Voyager 2, qui a commencé son voyage. Cette sonde mesurait environ 50 cm de haut pour 1,80 m de long et était équipée d'une antenne parabolique de 3,70 m de diamètre. La plupart des équipements scientifiques étaient montés sur une perche qui s'étendait à 2,50 m vers l'extérieur. Le 5 septembre 1977, Voyager 1, une sonde identique, a quitté notre planète. Elle nous a envoyé des photos de la Terre et de la Lune. Elle a rapidement dépassé Voyager 2, lancée 2 semaines plus tôt. C'est pourquoi la deuxième sonde portait le numéro 1. Et c'est ainsi qu'a commencé son voyage dans le néant. Le 5 mars 1979, à environ 4 fois la distance entre la Terre et le Soleil, Voyager 1 s'est approchée de Jupiter, prête à l'analyser à l'aide d'une douzaine de gadgets, dont un système de caméras comprenant différents objectifs. Elle pouvait ainsi prendre des photos de la planète avec la caméra grand angle ainsi que des gros plans de certains endroits spécifiques de la géante gazeuse et de ses satellites. La sonde disposait également d'un équipement capable de déterminer la composition atmosphérique, le poids et les champs gravitationnels des planètes qu'elle rencontrait. Des spectromètres à infrarouge et ultraviolet pouvaient mesurer les radiations et températures invisibles à l'œil humain. Divers capteurs analysaient les rayons cosmiques. Voyager 1 a ainsi découvert des volcans en dehors de la Terre. Il se trouvait sur le satellite de Jupiter, Io, qui possède des dizaines de volcans actifs, crachant constamment de la lave. Puis la sonde a pointé ses caméras sur la grande tache rouge. On a ainsi appris qu'il s'agissait d'une tempête géante ressemblant à un cyclone qui ne s'est jamais arrêté depuis le début des observations de Jupiter. C'est aussi la première fois que des éclairs étaient détectés en dehors de notre planète. Voyager 1 a aussi remarqué que Io agissait comme un générateur électrique pour Jupiter. Des ions, qui sont des particules chargées, volaient constamment vers la géante gazeuse, formant un courant électrique de 5 millions d'ampères. Voyager 1 continua ensuite son voyage. 5 mois plus tard, Voyager 2 s'est aussi approché de Jupiter. Cette planète a des anneaux autour d'elle, mais différents de ceux de Saturne. Quand les satellites rocheux de Jupiter sont entrés en collision, ils ont formé de petits débris qui se sont progressivement transformés en fine poussière. Puis Voyager 2 s'est approché d'Europe. Cette lune est recouverte d'une croûte de glace protégeant un océan liquide qui pourrait héberger la vie. Voyager 2 a été la première à photographier les fissures dans cette croûte de glace. En volant près de Io, Voyager 2 a découvert que 6 volcans de sa surface étaient encore en éruption. Cela signifie que les périodes d'activité de ces volcans pouvaient durer plusieurs mois. Les 2 sondes spatiales ont fait plusieurs fois le tour de Jupiter, puis elles se sont enfoncées plus loin dans l'espace. Une telle manœuvre gravitationnelle leur permettait de gagner en vitesse et d'économiser du carburant. Le 9 novembre 1980, Voyager 1 avait déjà parcouru 8 fois la distance Terre-Soleil. Elle arriva vers Saturne et découvrit 3 nouveaux satellites de la géante gazeuse, Atlas, Prométhée et Pandore. Cela prouva la théorie selon laquelle ces satellites étaient des lunes maintenant les anneaux de Saturne alignés. Il s'est aussi avéré que, contrairement à Jupiter, ces anneaux contenaient aussi de la glace. Voyager 1 a observé Titan, le plus grand satellite de Saturne. Il est 50% plus grand que notre Lune et a même une atmosphère. C'est le seul endroit du système solaire à part la Terre où la présence d'eau liquide ait été prouvée. C'est pourquoi les scientifiques ne nient pas la possibilité de vie là-bas. Voyager 1 a ensuite quitté l'orbite de Saturne, mais en prenant cette fois de la hauteur par rapport à l'alignement des planètes. Presque un an plus tard, Voyager 2 est arrivé et a survolé plusieurs satellites glacés de Saturne. On pense qu'il y a longtemps, ces lunes sont entrées en collision et ont projeté d'énormes morceaux de glace et de roches dans l'espace. En orbitant autour de Saturne, ces débris se sont lentement transformés en poussière composée de glace et de roches.
donnant ainsi naissance au fameux anneau de Saturne. Voyager 2 est ensuite parti vers sa prochaine cible, située à 17 fois la distance Terre-Soleil, où elle arriva 5 ans plus tard. Pour la toute première fois, un objet fabriqué par l'homme s'approcha d'Uranus. Voyager 2 y a découvert 11 nouvelles lunes. Elle a aussi découvert qu'Uranus était la planète la plus froide du système solaire. Sa température est de moins 213 degrés Celsius. C'est 4 fois plus froid que la température du pôle Sud. À ce moment, la Deep Space Network était testée pour la première fois sur Terre. Il s'agit d'un réseau de radiotélescopes répartis sur toute la planète qui vise certains points du ciel pour établir une communication avec des objets extrêmement éloignés. Ces télescopes ont reçu avec succès les signaux de Voyager 1 et Voyager 2. Le 25 août 1989, Voyager 2 avait déjà parcouru 23 fois la distance Terre-Soleil pour arriver à Neptune. C'était la première fois que l'on recevait des images de cette planète bleue d'aussi près. La sonde y a découvert 6 nouvelles lunes et a également pris les premières photos des anneaux de Neptune. Les ingénieurs ont ensuite coupé les caméras de la sonde afin d'économiser de l'énergie pour son ordinateur principal et les instruments mesurant les vents solaires et interstellaires. Voyager 2 a ensuite quitté Neptune pour se diriger vers l'espace lointain, là où elle n'avait plus besoin de caméras. Quelques mois plus tard, Voyager 1 a envoyé sa dernière photo à la Terre. C'est un portrait de famille de notre système solaire tout entier. Chaque point pâle montre une planète. On reconnaît à peine la Terre. Sa caméra a ensuite été coupée pour économiser de l'énergie. C'était le début de la mission interstellaire de Voyager 1. Pendant 15 ans, la sonde a volé aux confins du système solaire. Le 16 décembre 2004, elle a traversé le choc terminal. C'est là que le vent solaire ralentit soudainement et se réchauffe après être entré en collision avec le vent interstellaire. Voyager 1 a réussi à endurer cette épreuve et a poursuivi son aventure. En 2007, Voyager 2 a traversé la même frontière. À ce moment, ses capteurs ont enregistré une température d'environ 130 degrés. Mais la sonde a réussi à y résister et a poursuivi son voyage dans le cosmos. Les 2 sondes se sont ensuite déplacées dans des directions différentes. Elles ont ainsi découvert que l'héliosphère, cette bulle de vent solaire, n'était pas parfaitement ronde mais ressemblait plutôt à un œuf. Le 25 août 2012, Voyager 1 est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire. C'est aussi l'objet artificiel envoyé le plus loin de toute l'histoire de l'humanité. Le 5 novembre 2018, Voyager 2 a également quitté le système solaire, poursuivant également son voyage dans l'espace lointain. Les 2 sondes voyagent maintenant depuis 44 ans. Voyager 1 a parcouru 153 fois la distance Terre-Soleil en filant à plus de 60 000 km/h. Dans environ 300 ans, les sondes atteindront le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant le système solaire où il n'y a que des astéroïdes et des blocs de glace. Les scientifiques pensent que les sondes pourraient atteindre les étoiles les plus proches dans les 40 000 prochaines années. Peut-être qu'un jour elles exploreront des mondes inconnus. Elles pourraient découvrir des planètes ressemblant à la nôtre. Elles pourraient même rencontrer une civilisation intelligente. C'est pour cela que chaque sonde transporte un disque d'or sur lequel figure un message contenant 115 images, dont nos systèmes numériques, une carte du système solaire, des images de ces planètes, des diagrammes de l'ADN humain, des portraits d'humains, des paysages terrestres, des salutations traduites dans 55 langues de la Terre, y compris les plus anciennes et les plus récentes, et également 90 minutes de musique provenant de différents endroits de notre planète. Les sondes Voyager transportent aussi un dispositif permettant de lire ces sons. Si une autre civilisation reçoit cet enregistrement, ces scientifiques pourront alors le décoder et ils pourraient décider de nous rendre visite. Ils devraient cependant répéter le voyage inverse de Voyager, soit des dizaines d'années-lumière à travers l'espace intersidéral, entrer dans notre système solaire et enfin survoler Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars et la ceinture d'astéroïdes en direction de notre petite planète bleue. Nous pouvons seulement espérer que notre civilisation sera alors assez développée pour les accueillir. Voyager 1, qui voyage dans l'espace interstellaire depuis plus de 45 ans et arbore aujourd'hui une longue barbe grise, non, je plaisante, a soudainement commencé à envoyer des signaux étranges vers la Terre. Encore plus bizarre, il n'y a aucun signe que la sonde soit abîmée, ni quoi que ce soit de ce genre. Les scientifiques de la NASA essaient désespérément de trouver la raison de cette anomalie. Alors, que s'est-il passé exactement ? Tout d'abord, laisse-moi t'en dire un peu plus sur Voyager 1 et son long voyage.
Voyager 1 est une sonde spatiale américaine. Les scientifiques de la NASA l'ont envoyée dans l'espace le 5 septembre 1977. L'objectif de Voyager était d'explorer les planètes excentrées de notre système solaire, à savoir Jupiter et Saturne. Au départ, les scientifiques pensaient que sa mission durerait environ 5 ans. C'est peu de choses que de dire qu'il faisait erreur. La sonde a dépassé toutes les attentes. Non seulement elle a rempli sa mission, mais elle fonctionne toujours. Elle s'est avérée bien plus résistante que prévu. Voyager 1 parcourt l'espace depuis plus de 45 ans. Il serait difficile de sous-estimer tout ce que Voyager 1 a accompli pour la science. Tout d'abord, elle a envoyé avec succès de nombreuses photos de Jupiter et de Saturne vers la Terre. Au fait, tu peux admirer ces photos toi-même, elles sont publiées sur le site de la NASA. Grâce à Voyager, nous avons aussi découvert plusieurs nouvelles lunes de Jupiter et un système d'anneaux jusqu'alors inconnu. Nous avons appris que la célèbre tache rouge de Jupiter était en fait une tempête géante et super rapide. Et après avoir quitté l'orbite de Neptune, Voyager nous a aussi envoyé beaucoup de données importantes sur le plasma interstellaire. Ainsi, Voyager 1 a prouvé avec succès aux scientifiques à quel point elle était utile. Après cela, elle s'est joyeusement dirigée vers son objectif suivant, la ceinture de Kuiper et les confins de l'héliosphère. La ceinture de Kuiper est un anneau de corps glacé qui s'étend de Neptune à une distance d'environ 5 UA du Soleil. Elle est un peu similaire à la ceinture d'astéroïdes, mais environ 20 fois plus étendue et 100 fois plus lourde. L'héliosphère est une zone autour du Soleil où la pression du vent solaire est équilibrée par la pression du gaz interstellaire. Oui, je sais, ça a l'air un peu compliqué et très pointu, dit comme ça. Mais garde à l'esprit que ces données nous aident vraiment à comprendre l'univers dans son ensemble. C'est donc la dernière mission de Voyager. Nous en dire plus sur l'espace interstellaire. La sonde nous a déjà envoyé plus de 60 images formant une mosaïque du système solaire à une distance de plus de 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Les scientifiques ont utilisé ces clichés pour composer une grande photo colorée. La photo a été baptisée un point bleu pâle. Et tu as probablement déjà deviné ce qu'est ce point. Oui, c'est à ça que ressemble notre Terre à travers les objectifs de Voyager. Cette photo montre clairement à quel point nous sommes minuscules. Mais Voyager 1 a aussi une autre mission, encore plus importante. Raconter à d'autres civilisations ce que nous sommes nous, les humains. Tu as peut-être entendu parler des fameux disques d'or de Voyager. Les scientifiques ont créé tout un tas de fichiers audio et vidéo et les ont enregistrés sur ces supports. Il y a plusieurs sections. La première contient Bonjour en 55 langues, y compris des langues anciennes et éteintes. Près de 80% des enregistrements sont des morceaux de musique différents. Musique classique, Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky. Musique folklorique de différents pays et différentes époques. Et un peu de blues, par exemple de célèbres chansons de Louis Armstrong et de Chuck Berry. Les 20% restants contiennent des enregistrements de différentes voix humaines, des sons de la nature et des cris d'animaux, ainsi que 116 images codées en signaux audio. Il y a aussi des enregistrements d'un discours de Kurt Waldheim, un ancien secrétaire de l'ONU, et de Jimmy Carter, le président américain de l'époque. Il s'agit simplement de messages amicaux. En plus des disques, les scientifiques ont aussi préparé un instrument pour les lire. Mais ne t'inquiète pas, ils ont aussi envoyé un dessin qui montre comment utiliser tout ce matériel et comment traduire les sons en images. Ils ont ajouté les coordonnées de la Terre, qu'ils ont créées à l'aide d'une carte des pulsars. Elle montre la position du Soleil dans la Voie lactée. Le disque a été emballé dans un boîtier en aluminium et recouvert d'or pour le protéger des radiations et de la poussière cosmique. Avec cet enregistrement, Voyager 1 a entamé son long voyage. Elle a déjà parcouru une sacrée distance. En ce moment, Voyager 1 se trouve à 154 unités astronomiques de nous, ce qui représente environ 23,3 milliards de kilomètres. Cela en fait l'objet de fabrication humaine le plus éloigné de la Terre. Avant, c'était la mission Pioneer 10 qui détenait ce record, mais Voyager l'a dépassé en 1998. Quelle bonne affaire pour la NASA, elle a largement dépassé sa date de péremption. Voyager 1 est en fait si cool qu'elle a même surpassé sa sœur jumelle, Voyager 2, qui, soit dit en passant, avait été envoyée dans l'espace 2 semaines plus tôt. Voyager 1 se déplace à une vitesse de 17 km par seconde, ce qui représente 56 000 km par heure. Pour comparaison, la voiture de sport la plus rapide du monde ne se déplace qu'à 491 km à l'heure. Il est donc difficile de concevoir la vitesse de Voyager. Quoi qu'il en soit, en ce moment, Voyager se dirige vers les frontières du nuage de Oort. C'est le nom d'une couche hypothétique d'objets glacés entourant le système solaire. Les astronomes n'ont pas encore confirmé son existence, mais ils sont presque sûrs qu'il est là.
Après tout, les trous noirs eux-mêmes n'étaient qu'une théorie il n'y a pas si longtemps encore. Malheureusement, Voyager 1 ne reviendra pas dans notre système solaire. Elle restera en contact avec la Terre au moins jusqu'en 2025. Puis finalement, le contact sera perdu pour toujours. Dans 300 ans, elle atteindra les frontières du nuage de Oort. Et dans 30 000 ans, je ne serai plus là, moi, elle quittera enfin le système solaire. Enfin, si rien ne lui arrive en cours de route, 10 000 ans après ça, Voyager 1 s'approchera de l'étoile naine rouge Gliese 445, située dans la constellation de la Girafe. Ensuite, la sonde continuera probablement à se balader dans la Voie lactée. Et maintenant, parlons enfin de ces mystérieux signaux. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, une chose plutôt inhabituelle. Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui surveille et contrôle les deux voyageurs, a signalé ce problème en mai 2022. Notre vieille sonde spatiale a soudainement commencé à envoyer des données étranges vers la Terre. Cette situation laisse même les ingénieurs de la NASA perplexes. Je parie que tu te dis « Oh, elle est probablement simplement tombée en panne » ou quelque chose comme ça. Mais la vérité est que Voyager 1 va très bien. Elle fonctionne comme d'habitude, reçoit et exécute les commandes envoyées depuis la Terre et continue de collecter et d'envoyer des données scientifiques. Mais les relevés de l'AACS, qui signifie sous-système de contrôle d'attitude et d'articulation, ne nous montrent plus dans quel état se trouve réellement Voyager. Ce système assure l'orientation de la sonde dans l'espace et l'aide à rester en contact avec la Terre. Donc en gros, ces signaux signifient que l'orientation de la sonde dans l'espace est perturbée. Mais les scientifiques affirment que ce n'est pas le cas. Ils savent que la source du signal, l'antenne, se trouve dans la même position par rapport à la Terre que prévu. Le problème n'a déclenché aucun des systèmes de protection contre les défaillances. La sonde n'est même pas passée en mode sans échec. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste dans l'univers? Susan Dodd, la responsable du projet, affirme que le problème n'est en fait pas si inattendu. Après tout, Voyager 1 a déjà 45 ans. L'experte admet que ce qui arrive à la sonde reste un mystère pour eux. Ils ne savent pas exactement d'où proviennent ces données incorrectes. Et la façon dont cela affectera le fonctionnement de Voyager n'est pas très claire. Elle ajoute cependant que ce n'est pas si surprenant que cela, étant donné que la sonde se trouve dans l'espace interstellaire. Le niveau de radiation y est très élevé. Aucun vaisseau spatial n'a jamais atteint ce point auparavant. Les scientifiques de la NASA disent qu'ils vont continuer à surveiller de près les données provenant de Voyager 1, jusqu'à ce qu'ils trouvent le problème. S'ils le trouvent, l'équipe directrice essaiera de le résoudre. Sinon, ils devront s'adapter à ces nouvelles conditions. Mais il se peut que la seule compréhension du problème ne suffise pas vraiment. Il faut pas moins de 20 heures et 33 minutes pour recevoir un signal de voyageur. Et il faut le même temps pour y répondre. Au moins, la deuxième sonde, Voyager 2, va très bien. Même si elle se trouve aussi actuellement dans l'espace interstellaire à une distance de 19,3 milliards de kilomètres de la Terre. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons qu'attendre des nouvelles et espérer que le problème sera résolu. En fait, je me demande combien de temps Voyager 1 va encore durer. Sera-t-elle capable de voler jusqu'aux frontières du nuage de Oort dans 300 ans? Et toi, qu'en penses-tu? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Nous ne parvenons toujours pas à trouver l'origine du signal mystérieux qui nous parvient depuis 2018. Nous le recevons toutes les 22 minutes, et rien ne peut l'expliquer. Certains scientifiques pensent même qu'il pourrait provenir d'une civilisation extraterrestre que nous n'avons pas encore rencontrée. Ce signal radio étrange n'a pas été découvert par un chercheur au cours d'une mission sérieuse. À vrai dire, il a été remarqué par un étudiant qui travaillait simplement sur un projet ordinaire dans le cadre de ses études. Tyrone O'Doherty, étudiant du premier cycle à l'université Curtin d'Australie, passait en revue d'anciennes données de la voûte australe. Il recherchait d'éventuels signaux radio intermittents lorsqu'il est finalement tombé sur un signal datant de 2018 et qui semblait émettre des ondes radio en direction de la Terre à la façon d'un phare. Enthousiasmé par sa découverte, Tyrone l'a partagé avec sa mentor, la radioastronome Natasha Hurley-Walker. Elle s'est plongée dans la recherche de ce signal, en quête d'une percée scientifique. Mais en dépit de l'examen de différentes fréquences, ils ont atteint une impasse. C'est à ce moment que Walker a décelé un certain schéma. Le signal se répétait toutes les 18 minutes. C'était énorme. Mais à l'instant où il se préparait à l'étudier plus en détail, pouf, le signal a disparu après seulement 3 mois, ne laissant aucune trace. Refusant de baisser les bras,
Walker et son équipe ont à nouveau scruté le ciel, espérant y trouver un indice. Des mois ont passé, mais rien n'a été découvert. Ils étaient près d'abandonner, lorsque, soudain, un nouveau signal s'est manifesté. Il a continué à se répéter pendant 5 minutes. Puis, il a disparu, avant de réapparaître exactement 22 minutes plus tard. La grande question était de savoir si ce signal était lié au signal précédent de 18 minutes. Et, pour le découvrir, le docteur Hurley Walker s'est replongé dans les anciennes données radio de cette zone. Au fur et à mesure qu'ils creusaient, ils ont réalisé qu'en effet, ces signaux n'étaient pas nouveaux. Ils avaient été émis en direction de la Terre depuis 35 ans. Des télescopes indiens et américains les avaient déjà repérés en 1988, mais ils avaient été noyés par l'afflux d'autres données. C'était une excellente nouvelle pour les astronomes, car cela signifiait qu'ils pouvaient maintenant calculer la distance qui les séparait de cet objet mystérieux. Après avoir fait le compte, ils ont constaté qu'il était incroyablement éloigné, même à l'échelle cosmique. Il se trouvait à 15 000 années-lumière de la Terre. À présent, la seule chose qu'il leur restait à découvrir était la nature précise de cet objet. Walker et son équipe ont commencé à le comparer à tous les émetteurs connus d'ondes radio. Pourtant, sa source demeurait un mystère. Les signaux continuaient d'apparaître toutes les 22 minutes sur les écrans de la NASA, se concluant toujours par le frustrant message « Aucune correspondance trouvée ». Les scientifiques l'ont baptisé JI-83910. Certains croient que ce signal pourrait provenir d'un peuple extraterrestre. Peut-être est-ce le signal que le programme SETI de recherche de formes d'intelligence attend depuis si longtemps. Ce projet opère depuis plus de 50 ans et tente d'apporter des preuves de l'existence d'une vie au-delà de notre planète. Ils scrutent également le ciel en quête d'ondes radio, d'impulsions laser et d'autres signaux mystérieux. Alors, peut-être est-ce une façon pour les extraterrestres de nous communiquer leur emplacement. Bien que tout cela puisse sembler excitant, nous devons nous garder d'en tirer des conclusions hâtives. Pour commencer, nous n'avons aucune preuve tangible. En l'absence de preuves concrètes, tout cela n'est que spéculation. Et puis, il existe d'autres explications plus plausibles. Le plus probable est que ce signal provienne d'un phénomène naturel, et il y a quelques théories à ce sujet. La première théorie est celle du pulsar. Imaginez une immense étoile dans l'espace, bien plus grande que notre Soleil. Parfois, ces grandes étoiles achèvent leur vie au cours d'un événement spectaculaire, appelé supernova. Quand cela se produit, le noyau de l'étoile s'effondre sur lui-même, devenant incroyablement compact, comme si vous compressiez tout le contenu de cette étoile dans un espace infime. Ce noyau minuscule et extrêmement dense est ce que l'on appelle une étoile à neutrons. Certaines de ces étoiles à neutrons sont très particulières. Nous les appelons pulsars. Ils tirent leur nom du fait qu'ils semblent pulser d'énergie, tels des phares dans l'espace. Ces pulsars possèdent des champs magnétiques incroyablement puissants, bien plus que ce que l'on trouverait sur Terre. Ils sont comme d'énormes aimants cosmiques. Et, en raison de cela, ils projettent des faisceaux d'énergie. Ils tournent également très vite, de sorte que ces faisceaux d'énergie semblent clignoter à mesure qu'ils tournent. Cela dit, l'étrange signal que l'on a détecté semble avoir quelques similitudes avec les pulsars. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Les pulsars ont une durée de vie généralement prévisible. Ils ralentissent au fil du temps et finissant par interrompre leurs signaux radio. En revanche, notre signal mystérieux semble assez persistant et clignote bien au-delà de l'espérance de vie attendue d'un pulsar. Peut-être que ce n'est tout simplement pas un pulsar typique, ou pas un pulsar du tout. Il y a aussi la théorie du magnétar. Un magnétar est un autre type d'étoile à neutrons. Ils sont comme des versions surchargées des pulsars, avec des champs magnétiques encore plus puissants et des périodes de pulsation légèrement plus longues. Peut-être est-ce la cause de la persistance de notre signal ? Cependant, lorsqu'on a examiné ces données, on a réalisé que le signal ne correspondait pas non plus aux pulsations d'un magnétar. Les magnétars n'émettent pas seulement des ondes radio, mais aussi de puissants rayons X car ils sont très chargés en énergie. Mais le signal que l'on a reçu ne comportait que des ondes radio. Nous avons donc déduit qu'il ne s'agissait ni d'un pulsar ni d'un magnétar. Le signal se comporte étrangement et suggère une source non naturelle. Cela signifie qu'il pourrait y avoir quelque chose dans l'univers que les scientifiques n'ont pas encore pleinement saisi. Et il y a enfin un corps spatial au sujet duquel nous ne savons pas grand-chose. La dernière théorie est celle du pulsar nain. Un pulsar nain est une étoile qui émet un clignotement régulier, similaire au pulsar, mais qui prend beaucoup plus de temps entre chaque pulsation.
Habituellement, les naines blanches sont formées des restes de petites étoiles. Elles ne clignotent pas, parce que leur champ magnétique n'est pas aussi puissant que celui des pulsars. Mais quand une naine blanche devient assez lourde, atteignant presque la masse de notre Soleil, elle devient extrêmement dense et commence à pulser, en raison de son fort champ magnétique, tout comme ces derniers. Elles ont une particularité intéressante. Les naines blanches sont faites d'électrons et non de neutrons, ce qui est le cas des pulsars. Lorsque ces électrons chargés commencent à danser avec le champ magnétique, ils émettent des éclairs de lumière périodiques, qui se produisent toutes les 100 à 1000 secondes. Comme vous vous en souviendrez, notre signal a une période de 22 minutes, soit 1320 secondes. C'est un peu plus long que les pulsars nains blancs ordinaires, mais c'est ce qui semble le plus proche de la vérité. Jusqu'à présent, il semble que ce soit l'explication la plus plausible. Mais même cette théorie n'est pas encore tout à fait confirmée. Cela montre simplement combien de l'univers il nous reste encore à découvrir. Comme les sursauteurs radio rapides, ou FRB par exemple, un autre type de signal mystérieux que nous avons détecté. Ce sont comme des émissions rapides et intenses d'énergie sous la forme d'ondes radio, et ils recèlent énormément d'énergie. Les FRB sont si puissants qu'ils peuvent parfois briller plus fort que des galaxies entières. Imaginez ceci. Ils en dégagent autant en quelques millisecondes que notre Soleil en 3 jours entiers. Ces explosions se produisent partout dans le ciel et à des fréquences extrêmement élevées, bien que certaines se soient déjà produites à des fréquences plus basses. Chaque jour, nous détectons environ 10 000 FRB dans le ciel. Certains d'entre eux se répètent, mais la plupart ne se produisent qu'une fois et disparaissent à jamais. Hélas, la plupart d'entre eux ne durent qu'une fraction de seconde, et au moment où leur énergie nous atteint, elle est 1000 fois plus faible qu'un signal de téléphone portable en provenance de la Lune. C'est pourquoi, en dépit de leur luminosité, il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas à leur sujet. Nous essayons toujours de comprendre ce qui cause ces FRB. Ils pourraient provenir de différentes sources, comme des magnétars mentionnés plus tôt, d'étoiles entrant en collision, ou même de galaxies fusionnant entre elles ou de naines blanches. Alors que ces sursauts voyagent dans l'espace, ils accumulent des informations sur l'environnement cosmique qu'ils traversent, comme les nuages de gaz interstellaires. Il est cependant très peu probable que les FRB soient des messages envoyés par des entités extraterrestres. Non seulement parce qu'il y en a des milliers tous les jours, partout dans le ciel, mais aussi parce que nous savons que la source de ces explosions doit elle-même receler énormément d'énergie. Nos voisins devraient disposer d'équipements plus puissants que des galaxies entières pour cela. Mais le fait est que, bien que tous ces signaux soient fascinants, il reste encore beaucoup à apprendre à leur sujet. Le 20 août 1977, la mission spatiale la plus ambitieuse de l'histoire a décollé de la Terre. L'objectif principal de Voyager 2 était d'étudier de près le système solaire externe. Cela a été rendu possible par un alignement rare de planètes. Voyager 2 était censé étudier toutes les géantes gazeuses du système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les astronomes espéraient aussi qu'elle serait capable de trouver et d'explorer le bord du système solaire. Comme Voyager 2 a été construite pour les voyages interstellaires, la sonde a été équipée d'une grande antenne de 4 mètres de large, permettant à la sonde d'envoyer vers la Terre les données qu'elle recueillait. Pendant son voyage, la sonde spatiale a découvert une 14e lune de Jupiter. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir étudié les 4 planètes géantes de près. C'est aussi le premier objet fabriqué par l'homme à être passé devant Uranus, où il a découvert 2 nouveaux anneaux et 10 nouvelles lunes. Voyager 2 a aussi survolé Neptune et a détecté sa grande tache noire. Il s'agit d'une tempête tournoyante colossale dans l'hémisphère sud de la planète. La tempête a la taille de la Terre et se déplace à une vitesse de 2400 km/h. Ces vents sont les plus forts jamais enregistrés sur une planète du système solaire. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, seuls 5 vaisseaux ont réussi à quitter l'attraction gravitationnelle du système solaire. Il s'agit de Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons. Les humains lancent des milliers d'objets dans l'espace. Ces objets surmontent facilement la gravité de la Terre, mais le Soleil est environ 300 000 fois plus massif que notre planète. C'est pourquoi son attraction gravitationnelle est bien plus difficile à combattre.
Plus impressionnante encore, Voyager 2 est le deuxième objet fabriqué par l'homme dans l'histoire à avoir atteint l'espace entre les étoiles après avoir traversé l'héliosphère. C'est une bulle de champ magnétique et de particules produite par le Soleil et qui protège le système solaire. 2 ans après son lancement, Voyager 2 a commencé à transmettre les premières images de Jupiter. La sonde spatiale a fourni aux scientifiques des informations indispensables sur Io et Europe, 2 des plus grandes lunes de Jupiter. Puis la mission spatiale est passée à côté de la géante gazeuse elle-même. La distance entre le vaisseau spatial et la planète était d'environ 650 000 km. C'est alors que la sonde a remarqué des changements dans la forme et la couleur de la grande tache rouge. Il s'agit d'un énorme système de tempête à longue durée de vie, comme un ouragan sur Terre, mais beaucoup plus grand. 2 ans plus tard, Voyager 2 a atteint Saturne. Elle a découvert des rayons et des irrégularités dans certains des anneaux de la planète. Alors que la sonde volait derrière et au-delà de la géante gazeuse, elle a traversé le plan des anneaux de Saturne. À ce moment-là, la vitesse de Voyager était d'environ 13 km par seconde. Pendant plusieurs minutes, la sonde a été frappée par des milliers de grains de poussière de la taille d'1 micron. Cela n'a cessé de modifier la direction de la sonde et ses jets de contrôle ont dû se déclencher plusieurs fois pour stabiliser l'engin. Après avoir exploré Uranus et Neptune, Voyager 2 s'est ensuite dirigé hors du système solaire. Ces instruments ont été mis en mode faible puissance pour économiser de l'énergie. En août 2007, la sonde a passé le choc terminal. C'est la frontière qui marque la limite extérieure de l'influence du Soleil. Là, le vent solaire faiblit. À l'été 2013, la sonde a atteint l'espace interstellaire. Quand il s'agit d'envoyer et de recevoir des signaux dans l'espace, il y a 3 facteurs à garder à l'esprit. La distance, la puissance et le temps. Plus un vaisseau spatial est éloigné, plus un signal doit parcourir de distance avant de l'atteindre. Et plus il faut de temps à ce signal pour rattraper le vaisseau spatial. Et quand il y arrive enfin, il est extrêmement faible. Un autre problème est qu'une fois que le vaisseau spatial est lancé, il ne peut pas être rénové. Il est coincé avec la technologie dont il a été équipé à son décollage. De plus, les sondes spatiales comme Voyager 2 sont alimentées par du carburant radioactif. Lorsque le matériau spécial se désintègre par radioactivité, il dégage de la chaleur, laquelle est convertie en électricité. Malheureusement, plus le matériau se désintègre, moins le vaisseau spatial a de puissance pour recevoir et transmettre des signaux radio. Malgré ce problème, nous n'avons pas encore perdu la connexion avec Voyager 1 et 2. C'est parce que de nouvelles technologies plus puissantes apparaissent sur Terre. Les signaux que l'on envoie peuvent aller beaucoup plus loin qu'avant. C'est pourquoi il a été possible de rester en contact avec Voyager 2, qui est entré dans l'espace interstellaire en 2018 et qui s'est déjà éloigné de la Terre de près de 19 milliards de kilomètres. Mais en mars 2020, la pièce principale de l'équipement qui permettait aux scientifiques d'échanger des signaux avec le vaisseau spatial s'est éteinte. Après l'arrêt des communications avec la sonde, la NASA a passé environ 11 mois à mettre à niveau son Deep Space Network et à installer un nouveau matériel. Le DSN est un réseau international d'énormes antennes radio qui aide les astronomes sur Terre à communiquer avec les missions interplanétaires. Ces antennes sont situées en Californie, à Madrid et à Canberra. Celle utilisée pour garder le contact avec Voyager 2 est une antenne de 70 mètres de large à Canberra. C'est le seul équipement capable d'envoyer des directives qui peuvent atteindre la sonde. Cette antenne, connue sous le nom de DSS-43, a commencé à fonctionner en 1972, 5 ans avant les lancements de Voyager 1 et 2. À l'époque, elle ne mesurait que 64 mètres de diamètre. Depuis, l'antenne a subi de nombreuses réparations et améliorations. Mais ces 11 mois ont été les plus longs pendant lesquels l'antenne aura été hors ligne. En octobre 2020, l'antenne était enfin prête pour un essai après toutes les remises à niveau et autres réparations. Les opérateurs de la mission ont envoyé une série de commandes à Voyager 2. Et après plusieurs mois de silence radio, la sonde a renvoyé le signal. La sonde a confirmé qu'elle avait entendu l'appel. Ensuite, le vaisseau spatial a exécuté les commandes. Pendant que l'antenne était hors ligne, les opérateurs de la mission pouvaient effectivement recevoir des données scientifiques et des nouvelles de l'état de Voyager 2. Les astronomes ont continué à recevoir des données de l'espace interstellaire, la région située à l'extérieur de l'héliosphère du Soleil. Mais ils ne pouvaient pas envoyer de commande à la sonde, car elle était trop éloignée de la Terre. L'antenne améliorée a été équipée de 2 nouveaux émetteurs radio, et cela a été fait juste à temps. L'un des émetteurs, qui était utilisé pour communiquer avec Voyager 2, n'avait pas été remplacé depuis presque 50 ans.
L'antenne a aussi reçu de nouveaux équipements de refroidissement et de chauffage et d'autres éléments électroniques nécessaires pour supporter les émetteurs avancés. Une chose curieuse à propos du Deep Space Network est que ces antennes radio sont positionnées de manière très précise. Elles sont espacées de manière égale autour du globe. De cette façon, presque tous les vaisseaux spatiaux peuvent rester en contact avec au moins une installation à tout moment. Mais Voyager 2 est une exception. En 1989, elle a effectué un survol rapproché de Triton, la lune de Neptune. C'était la seule rencontre rapprochée que l'on ait eue avec la 8e planète du système solaire et sa lune. À propos, Triton est le plus grand objet connu qui serait né dans la ceinture de Kuiper. C'est un anneau en forme de beignet autour du Soleil, rempli d'objets glacés. Voyager 2 a découvert le système d'anneaux de Neptune et ses minuscules lunes intérieures. La sonde a aussi recueilli beaucoup d'informations étonnantes sur Triton. Par exemple, il est apparu clairement que la Lune était couverte de cryovolcans. Au lieu de cracher de la roche en fusion, ces volcans crachent de la glace composée d'eau, d'ammoniac et de méthane. Lorsque la sonde spatiale New Horizons est passée devant Pluton plus de 25 ans plus tard, elle a découvert le même phénomène sur la planète naine. Quoi qu'il en soit, pour faire ce détour, Voyager 2 a dû passer au-dessus du pôle nord de la géante de glace. Mais cela a modifié la trajectoire de la sonde, la faisant dévier vers le sud par rapport au plan des planètes. Depuis, Voyager 2 se déplace dans cette direction. Et maintenant, la sonde est si loin qu'elle est hors de portée des antennes radio de l'hémisphère nord, celles de Madrid et de Californie. Cela fait de DSS 43, qui se trouve dans l'hémisphère sud, la seule antenne suffisamment puissante et diffusant juste la bonne fréquence pour envoyer des commandes à Voyager 2. Voyager 1, la jumelle de la sonde, qui voyage plus vite, n'a quant à elle pas modifié sa trajectoire. Après être passé devant... Des milliers d'étranges vaisseaux spatiaux pénètrent dans l'espace aérien de la Terre. Ils descendent sur notre planète et traversent les villes, plongeant le monde dans un chaos total. Soudain, la porte du plus grand vaisseau s'ouvre et une étrange créature en sort. Elle essaie d'imiter notre langue et dit qu'ils viennent d'une étoile lointaine, Proxima Centauri. Une telle chose pourrait se produire car des scientifiques ont récemment capté un étrange signal radio en provenance de cette étoile. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière. Cela signifie qu'un rayon de lumière qui part de cette étoile atteint la Terre en 4,2 ans. Cela correspond aussi à 270 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'étoile Proxima Centauri elle-même est trop pâle pour que nous puissions la voir à l'œil nu dans le ciel nocturne. Mais son système cache un petit secret. Envolons-nous vers elle et regardons tout ça de plus près. Voici donc cette naine rouge. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil et 8 fois plus légère. Proxima Centauri est 1,5 fois plus grande que Jupiter et presque 150 fois plus lourde. Mais ce que nous cherchons est un peu plus loin. C'est Proxima Centauri b, une planète semblable à la Terre. Elle n'est que 10% plus grande que la Terre et se trouve dans la zone habitable de l'étoile. C'est la distance parfaite, ni trop loin, ni trop près. La température n'y est donc ni trop élevée, ni trop basse. L'eau, si elle existe sur cette planète, peut être à l'état liquide. Et il se peut donc que la vie y soit apparue et y ait évolué. Elle est peut-être même assez développée pour nous avoir envoyé le signal que nous avons reçu. Un signal radio, ce sont essentiellement des ondes. Elles ont une certaine fréquence et une certaine longueur. Et on peut toujours distinguer un signal artificiel d'un signal généré naturellement. Le signal que nous avons capté de Proxima Centauri b avait une fréquence de 982 MHz. La radio ordinaire que nous écoutons dans notre cuisine ou dans notre voiture capte des signaux d'environ 100 MHz. C'est pourquoi les scientifiques ont conclu que ce signal avait été créé artificiellement. De tels signaux pourraient être un moyen de communication entre les mondes développés. Et s'il s'agit vraiment d'un message d'une civilisation extraterrestre, nous devrions être capables de le décoder. Pour cela, toute civilisation doit utiliser la méthode de cryptage la plus simple. Par exemple, la Terre a déjà envoyé un signal radio dans l'espace. Il s'agissait du message d'Arecibo. Ce message est composé de 1779 bits. C'est un rectangle de 23 carrés sur 73 qui contient des informations sur notre civilisation chiffrées à l'aide d'un code binaire. En haut du rectangle, il y a le système de numération que nous utilisons. Ils sont inscrits en blanc. Cette chose violette est la clé pour lire la partie suivante du message. Les numéros atomiques des éléments comme l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le phosphore sont codés dans cette clé. Ce sont les éléments clés qui peuvent donner naissance à la vie. Si ceux qui reçoivent ce signal peuvent donner un sens au numéro et à la clé, ils peuvent lire la partie suivante du message. Ces choses vertes sont les éléments constitutifs de notre chaîne d'ADN. Et tout en bas, voici la chaîne d'ADN elle-même.
Le rectangle blanc indique le nombre de paires de ces blocs de construction, et les hélices bleues montrent la forme d'une chaîne d'ADN. Ensuite, nous voyons la silhouette humaine elle-même. L'objet blanc et bleu à sa gauche est un nombre codé indiquant notre taille moyenne. L'humain est dessiné ici au-dessous de la chaîne d'ADN pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre à quoi nous ressemblons. Et le rectangle blanc à droite du dessin de l'humain indique la population de la Terre au moment du message. Elle était de 4,2 milliards en 1974, soit presque la moitié de la population actuelle. La partie suivante est un dessin de notre système solaire. Le grand carré jaune est le Soleil. Viennent ensuite toutes les planètes de notre système, y compris Pluton. À l'époque, elle était considérée comme une planète. La Terre est un peu décalée vers le haut pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre d'où vient ce message. Et le dernier dessin représente l'observatoire d'où ce message a été envoyé. Ce signal est maintenant en route vers l'amas d'étoiles M13 à 25 000 années-lumière de la Terre. Il n'arrivera donc pas avant 25 000 ans. Et il nous faudra 25 000 ans de plus avant d'obtenir une réponse, s'il y a vraiment quelqu'un de l'autre côté qui peut recevoir le signal. Si le signal de Proxima Centauri est lui aussi un message, nous aurons besoin de temps pour le décoder. Alors, allumons notre machine à calculer super puissante et attendons le résultat. Mais ce n'est pas le premier signal mystérieux que nous captons sur Terre. Des scientifiques ont enregistré un signal inhabituel appelé WOW en 1977. Ils ont supposé qu'il provenait de la constellation du Sagittaire. Le télescope a capté ce signal pendant une durée impressionnante de 72 secondes. Plus tard, l'un des scientifiques a conclu que le signal était artificiel. Il a écrit « Wow » sur la page d'impression, tout simplement sa réaction. Les observations et études suivantes ne nous ont pas permis de capter à nouveau ce signal. Selon certaines théories, il provenait d'un vaisseau spatial qui passait par là. Et comme il était reparti, nous ne pouvions plus détecter son signal. Mais le plus probable est qu'il ait été créé sur Terre. Dirigé vers le haut, il se serait réfléchi sur un objet à haute altitude, par exemple sur un avion, un satellite, ou sur des débris spatiaux en orbite autour de notre planète. Ensuite, il aurait été capté par le télescope. Et comme il avait été créé par l'homme, toutes ses caractéristiques, comme sa longueur d'onde et sa fréquence, ont pu dérouter les scientifiques. En 2017, des scientifiques ont enregistré une éruption sur Proxima Centauri. La luminosité de l'étoile a été multipliée par 1000 en seulement 10 secondes. Avant cela, il y avait eu une autre éruption, plus faible, mais qui a duré environ 2 minutes. Avec ces éruptions, Proxima Centauri a émis d'énormes quantités de radiation. S'il y avait de la vie sur la planète proche de l'étoile, ces éruptions l'auront probablement détruite. Les vents stellaires auront simplement anéanti l'atmosphère de la planète et rendu sa surface impropre à la vie. Dans l'ensemble, la planète Proxima Centauri b reçoit 60 fois plus de rayonnement à haute énergie et 400 fois plus de rayons X que la Terre. Les scientifiques ont conclu qu'il n'y a qu'une chance sur 100 millions qu'il y ait de la vie sur cette planète. Et même si nous ne savons pas encore avec certitude si le signal était artificiel ou naturel, le scénario d'un groupe de vaisseaux spatiaux débarquant soudain sur Terre est très probablement impossible. Notre seule méthode pour rechercher des civilisations extraterrestres est d'utiliser les ondes radio. Elles sont comme un bruit fort qui part de notre planète dans différentes directions à la vitesse de la lumière. Le principal problème ici, ce sont les distances gigantesques. Notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre de 100 000 années-lumière. Suppose qu'il y ait de la vie à l'autre bout. Si nous leur envoyons un signal radio, il n'atteindra pas la planète avant 100 000 ans, et nous ne recevrons pas de réponse avant 200 000 ans. Ce serait la même chose si quelqu'un voulait un jour nous contacter. Nous n'avons pas appris à créer et à recevoir des signaux radio avant le 19e siècle. Si une civilisation est apparue en même temps que nous, quelque part dans la Voie lactée, et qu'elle a inventé la radio, nous ne recevrons pas son signal avant plusieurs millénaires. De plus, le bruit radio de notre planète commence à s'estomper. Nous utilisons le Bluetooth, la fibre optique, la télévision par câble. Dans environ 100 ans, nous ne serons plus audibles pour les autres mondes. Ou pire encore, imagine qu'il y ait eu quelque part une civilisation qui envoyait des signaux dans l'espace. Les signaux atteignaient notre planète, mais nous n'avions pas encore la technologie pour les capter. Puis, ce monde émetteur a évolué et son signal s'est éteint. Nous aurions pu capter des restes d'ondes radio à la dérive dans l'univers, mais nous avons installé nos antennes trop tard. Il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Chacune d'entre elles contient des milliers de milliards d'étoiles semblables à notre Soleil. Il y a peut-être une planète près de l'une d'elles qui ressemble à la nôtre. La vie pourrait y être apparue. Des sons étranges et inhabituels sortis de nulle part se répandent dans toute notre galaxie, se répétant constamment, et nous n'avons jamais rien entendu de tel auparavant.
Les scientifiques l'ont découvert en 2020 et cela ne ressemblait à aucune des autres signatures énergétiques qu'ils avaient déjà étudiées. Des signaux radio clairs et puissants se produisent de temps à autre et disparaissent mystérieusement en l'espace d'une journée. Cela ne correspond au profil d'aucun corps spatial que nous connaissions. Le signal est un peu irritant et il disparaît de façon aléatoire. Lorsque les scientifiques ont essayé de faire correspondre le signal avec les observations d'autres télescopes, il avait disparu. Les étoiles de faible masse émettent parfois des ondes radio, mais pas ici car leur équivalence s'exprime surtout en rayons X. Les étoiles effondrées très denses comme les pulsars et les magnétars ne constituent pas non plus une explication possible. La solution la plus proche qu'ils aient trouvée est une classe mystérieuse d'objets que nous connaissons sous le nom de source radio du centre galactique, GCRT. Il s'agit d'une source radio qui brille et s'illumine rapidement. Elle se désintègre près du centre de notre galaxie et pourrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si tu avais une voiture volante capable d'accélérer à la vitesse de 95 km/h, tu n'aurais besoin que d'1 heure pour aller dans l'espace. La Lune est un peu plus loin, 400 000 km, soit environ 10 fois la circonférence de notre planète. Cela signifie qu'un voyage sur la Lune reviendrait à faire le tour du globe 10 fois de suite, ce qui prendrait moins de 6 mois. Un voyage vers Pluton prendrait plus de 800 ans. Proxima b est la voisine semblable à la Terre la plus proche que nous ayons. C'est un petit monde rocheux qui tourne autour de l'étoile voisine la plus proche de notre Soleil. Elle tourne autour de la zone habitable de son astre, une zone suffisamment éloignée de toute autre étoile pour que les conditions y soient modérées. Ni trop froide, ni trop chaude, et pour que l'eau liquide puisse exister, du moins hypothétiquement. Si tu essayais de te rendre sur Proxima b à une vitesse de 40 200 km/h, ce qui est la vitesse des fusées lunaires Apollo, il te faudrait plus de 112 000 ans pour y arriver, et tu ne pourras peut-être pas respirer là-bas. Personne ne sait si Proxima b possède une atmosphère. Les humains explorent l'univers en permanence, mais nous ne pouvons voir qu'environ 5% de la matière qui s'y trouve, et Albert Einstein a été le premier à réaliser que l'espace vide n'est pas vraiment vide. Tout ce que nous ne pouvons pas voir est en fait composé de matière invisible, aussi appelée matière noire, combinée à une chose appelée énergie noire. Si tu essayais de verser de l'eau dans l'espace, en dehors d'un vaisseau spatial bien sûr, elle se mettrait immédiatement à bouillir ou à s'évaporer. C'est parce qu'il n'y a pas d'air ni de pression atmosphérique dans l'espace. Lorsque la pression de l'air diminue, la température à laquelle tu dois normalement faire bouillir l'eau diminue également. Cela signifie que l'eau bout beaucoup plus vite au sommet d'une montagne qu'au niveau de la mer par exemple. Il n'y a pas de pression atmosphérique dans l'espace. L'eau pourrait donc bouillir à une température très basse. Les scientifiques pensent qu'il y a au moins 2 milliards de galaxies dans l'espace. Nous ne connaissons pas le nombre réel et nous ne le connaîtrons probablement jamais, mais ils ont essayé de le calculer par extrapolation en comptant le nombre de galaxies que nous pouvons voir dans une zone assez petite et restreinte du ciel. On pourrait croire que l'univers est parsemé d'étoiles et de quelques planètes ici et là, mais notre galaxie natale compte au moins 100 milliards de planètes. Si tu remplis un ballon d'hélium et que tu le lâches, tu remarqueras qu'il volera très haut. Il montera dans l'atmosphère, mais n'ira pas dans l'espace. Plus il monte, plus l'air de notre atmosphère se raréfie. Ton ballon s'élèvera jusqu'au point où l'atmosphère qui l'entoure a le même poids que l'hélium qu'il contient. Cela se produira à une hauteur d'environ 32 km au-dessus de la surface terrestre. C'est donc l'altitude maximum qu'un ballon à l'hélium puisse atteindre. Nous ne savons pas vraiment quelle est la taille de l'univers, nous ne pouvons pas voir ses bords et nous ne savons même pas s'il a un bord. La technologie actuelle nous permet de voir à une distance d'environ 14 milliards d'années-lumière de notre planète. Cela signifie que nous pouvons voir environ 28 milliards d'années-lumière de diamètre, en commençant par la couche la plus externe de notre atmosphère, qui se termine à environ 960 km au-dessus de la surface de notre planète. Quoi qu'il en soit, la taille de l'univers change constamment et s'agrandit avec le temps. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, si bien que la plupart des gens pensent que c'est aussi la planète la plus chaude. Pourtant, c'est Vénus qui détient ce titre. C'est la deuxième planète la plus proche de notre étoile centrale, environ 30 millions de kilomètres plus loin du Soleil que Mercure. Mais Mercure n'a pas d'atmosphère. Or, cette dernière agit comme une sorte de couverture chauffante qui aide à maintenir la chaleur provenant du Soleil. Vénus a une atmosphère étonnamment épaisse, environ 100 fois plus épaisse que celle de la Terre.
Son atmosphère ne laisse pas sortir la chaleur, elle la conserve et rend Vénus de plus en plus chaude. De plus, elle est principalement composée de dioxyde de carbone, qui laisse librement entrer l'énergie solaire. Mais il est moins transparent et perd donc moins les radiations à grande longueur d'onde émises par la surface chaude. La température moyenne y est d'environ 468 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'étain. La température maximale sur sa voisine Mercure est de 427 degrés Celsius. Dans environ 2 milliards d'années ou plus, il fera bien trop chaud pour que la vie puisse exister sur notre précieuse planète. Au fil des centaines de millions d'années à venir, notre Soleil continuera à être de plus en plus chaud et brillant. Finalement, les températures seront si élevées que nos vastes océans seront évaporés. Comme ils produisent 70% de l'oxygène dont nous avons besoin pour survivre, il n'y aura pas de vie sans eux. Tout cela signifie que notre planète deviendra tout simplement un vaste désert, un peu comme les Mars aujourd'hui. Pluton, anciennement considéré comme une planète très éloignée, est aujourd'hui requalifié de planète naine à un plus petit diamètre que la largeur des États-Unis. La plus grande distance du Maine à la Californie du Nord est d'environ 4700 km, alors que le diamètre de Pluton n'est que de 2371 km. Pluton est très loin, mais le bord de notre système solaire est 1000 fois plus éloigné que cette planète naine. Et les astronomes ont trouvé de nombreux objets spatiaux en orbite autour de notre Soleil, bien plus loin que Pluton, tels que les objets de la ceinture de Kuiper et les objets transneptuniens. Il y a aussi le nuage de comète d'Oort qui se trouve à une demi-année-lumière de Pluton, également 1000 fois plus loin. Une étoile à neutrons est vraiment très lourde. Une cuillère à café remplie du matériau de cette étoile pèserait 6 milliards de tonnes. Les étoiles à neutrons sont issues d'énormes étoiles qui n'ont plus de carburant. L'étoile en déclin explose et son noyau se désagrège, mais à cause de la gravité, il forme une étoile à neutrons extrêmement dense. Ces étoiles ont généralement une masse allant jusqu'à 3 soleils, mais leur rayon est d'environ 10 km, ce qui en fait l'un des objets les plus denses de notre univers, du moins à notre connaissance. L'univers a une couleur et il s'agit d'une sorte de beige ou latte cosmique. Il a aussi sa propre odeur qui rappelle le steak grillé ou le métal chaud. Du moins, c'est ce qu'ont dit les astronautes qui ont flotté dans l'espace. Si tu veux construire une combinaison spatiale, prépare-toi à travailler très dur. Il faut 5000 heures pour en fabriquer une, et elle te coûtera $1 million. Une très bonne combinaison aura 11 couches de matériaux et pèsera environ 50 kg. Et il faut qu'elle soit confortable. Tu auras besoin de plus d'espace à l'intérieur, car tu grandis de 5 cm dans l'espace. Quand tu flottes dans l'espace, la gravité de la Terre n'a pas d'impact sur toi. C'est pourquoi les vertèbres de ta colonne vertébrale peuvent se dilater et se détendre un peu. Ce qui signifie que tu seras peut-être 3% plus grand. Pour une personne d'1,80 m, cela représente environ 5 cm supplémentaires. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas permanent. Dès que tu redescendras sur Terre, tu retrouveras ta taille normale en quelques mois. L'espace n'est pas la meilleure option si tu veux avoir une conversation avec ton ami, car là-haut, le son ne se déplace pas du tout. Les molécules y sont si éloignées les unes des autres que les vibrations sonores ne peuvent pas les atteindre. Ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas vibrer et donc que nous ne pouvons pas les entendre. Les films ont donc raison à ce sujet, personne ne pourrait t'entendre crier dans l'espace. Nous vivons en quelque sorte à l'intérieur de notre Soleil. Le Soleil n'est pas seulement cette grosse boule de feu située à 150 millions de kilomètres de nous. Son atmosphère extérieure est bien plus grande. Elle s'étend bien au-delà de la surface que nous pouvons voir. L'orbite de notre planète traverse son atmosphère ténue. Les rafales de vent solaire qui créent les aurores australes et boréales en sont d'ailleurs la preuve. Cela signifie que d'une certaine manière, nous vivons à l'intérieur du Soleil. Et pas seulement nous, mais d'autres planètes aussi, y compris la lointaine Neptune. L'héliosphère, qui est ce que nous appelons l'atmosphère solaire externe, s'étend sur environ 16 milliards de kilomètres.